bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'impasse européenne. Un mois après les élections, les dirigeants ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les nouveaux visages de l'Union. Plus de 24 heures que cela traîne, les discussions sont repoussées à demain 11h. L'Europe cale, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui coince ? Hashtag OVPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Arnaud Benedetti à Nathalie Morel. Nous reviendrons sur le cas de Nicolas Sarkozy. L'ancien président ne reviendra pas, on l'a compris. En revanche, cela ne l'empêche pas d'envoyer quelques messages à sa famille politique. Nous verrons lesquels avec nos spécialistes dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi cette tribune soutenue par plus de 200 parlementaires contre l'abandon des animaux. Un animal ne se jette pas, pouvait-on lire ce week-end dans le JDD. On va en parler ce soir avec Jacques-Charles Fonbonne, qui est le président de la SPA. Avant cela, les détails avec Alizé Boissin. Chaque année, le scénario se répète. Des chiens, des chats, en tout des milliers d'animaux de compagnie sont abandonnés pendant l'été. Un phénomène qui interpelle les politiques. 240 parlementaires annoncent le dépôt d'une proposition de loi. Son but, mettre fin à ces trop nombreux abandons. Comment accepter que 100 000 chiens et chats soient abandonnés chaque année dans notre pays ? Un triste record européen. Nous nous engageons à déposer une proposition de loi pour en finir avec ces abandons massifs, indignes d'une société civilisée et de notre pays. Pourtant, la loi à ce sujet a déjà été durcie. Depuis 1999, l'abandon d'un animal de compagnie est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Une mesure désormais insuffisante. Elle s'inscrit pourtant dans l'intérêt grandissant des politiques à l'égard de la cause animale. Beaucoup de députés et de sénateurs prennent conscience de ces questions que pose la société autour du statut de l'animal, de ce qu'on fait de l'animal dans nos sociétés, et c'est une excellente chose. Maintenant, il faut que, au-delà de cette prise de conscience des parlementaires, du monde politique en général, il y ait une vraie volonté aussi de la part de l'exécutif, et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Il y a quelques jours, c'est l'association L214 qui interpellait une nouvelle fois le gouvernement en dénonçant les mauvais traitements dans les abattoirs. Des images choquent pour des avancées législatives encore timides. Pourtant, la France reconnaît depuis 2015 l'animal comme un être vivant doué de sensibilité. Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Jacques-Charles Fonbonne. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président bénévole de la SPA, Société protectrice des animaux. On vient de le voir, plus de 200 parlementaires qui alertent sur la question de l'abandon des animaux. J'imagine que vous saluez la démarche, particulièrement bienvenue avant les départs en vacances. C'est une période compliquée pour les animaux en ce moment. Oui, votre teaser résume tout à fait la situation. Ouais. C'est une période compliquée parce que la moitié des abandons à peu près a lieu entre juillet et août, un abandon toutes les 3 minutes. Donc c'est tout à fait considérable. Nous sommes très contents de voir le législateur mettre la main à la pâte. Il y a, comme vous le soulignez, le statut de l'animal avec le Code civil qui maintenant nous dit que l'animal n'est pas un meuble, n'est pas un bien, mais c'est un être, pas un objet, mais un être doué de sensibilité. Ce que nous attendons maintenant du législateur, qui n'a pas été tout à fait à la pointe du combat, ce sont des mesures actives, des mesures opérationnelles. Qu'est-ce que vous appelez des mesures actives ? Parce que j'ai lu que les sanctions pénales étaient quand même de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, par exemple, pour l'abandon d'un animal. C'est déjà assez lourd. C'est tout à fait conséquent. Hein. C'est un délit, ça relève du tribunal correctionnel. Et pourtant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on se rend compte que la peine, la loi pénale ne suffit pas. Il faut passer par autre chose. Il faut passer par l'éducation. L'éducation des jeunes générations. Je dis souvent que lorsque les enfants empêcheront leurs parents d'abandonner les animaux, on aura vraiment gagné. Ça passe par des mesures simples. Il faut que l'on puisse réserver la vente des animaux sur les réseaux, sur Internet, aux seuls professionnels. Alors la loi dit qu'il faut avoir un SIRET pour vendre un animal. Il suffit de donner n'importe quel numéro et n'importe qui peut vendre n'importe quel animal. Et c'est vraiment sur un parking de supermarché au cul de la voiture. Et ça n'a pas de sens. Donc très concrètement, vous faire de la pédagogie auprès des gens, peut-être des campagnes de communication, aller dans les écoles. Alors c'est ce que nous faisons. La SPA le fait beaucoup. J'essaye, et si quelqu'un qui nous entend peut m'aider, d'avoir un partenariat national avec le ministère de l'Éducation nationale, de façon à ce que mes agents, j'ai 4000 bénévoles, 680 salariés, puissent aller dans les écoles, voir les jeunes enfants,
et leur expliquer ce qu'est un animal. Ce qu'on apprend dans les premières années de sa vie, ça s'ancre de façon définitive. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les états d'esprit d'après vous? Qu'est-ce qui provoque un abandon? Qu'est-ce qui fait qu'une famille qui avait eu pourtant un coup de cœur peut-être pour un animal se dit là, on ne peut plus le garder? Je pense que c'est l'absence d'adoption responsable. Ouais. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de la SPA, quand une famille vient chez nous pour adopter un animal, on leur fait remplir un court questionnaire, on leur demande quelles sont leurs conditions de vie, et ensuite, on les guide vers un animal qui n'est pas forcément celui pour lequel ils avaient flashé en arrivant. Mais vous pouvez leur refuser l'adoption? Alors on d'un refuse animal si on considère que les conditions d'hébergement de l'animal, ses futures conditions de vie, ne sont pas bonnes dans l'intérêt réciproque de la famille et de l'animal. Et si vous sentez une irresponsabilité, c'est-à-dire un caprice d'enfant, On ne le donne pas. Et justement, c'est-à-dire qu'on demande que la famille vienne dans son ensemble, les enfants, les parents, tous ceux qui vont vivre avec l'animal, viennent dans nos refuges, on leur présente l'animal. Tout le monde se regarde et puis mes éducateurs canins voient tout de suite si ça va marcher. Généralement, ça marche. Hein. Le refus d'adoption, il est quand même tout à fait marginal. Ouais. Mais on en est content parce que nous avons moins de 3% de retour. Ce qui veut dire que pour 100 animaux qui quittent nos refuges, il y en a 97 qui restent dans leur famille d'accueil et on en est extrêmement content. Parfois, l'abandon est lié, et c'est ce que disent les parlementaires dans cette tribune aussi, à des infrastructures qui ne sont pas adaptées, à des transports en commun qui ne sont pas adaptés, à aussi des maisons de retraite, des EHPAD qui refusent les... Comment on lutte contre ça? Ça, on lutte difficilement, c'est compliqué. Le très grand nombre d'abandons, c'est le fait de prendre un animal, de ne pas réfléchir, et puis de se retrouver 15 jours avant le départ en vacances en se disant qu'est-ce qu'on va en faire. Mais le législateur a un rôle très important, c'est celui de la stérilisation des animaux errants. Qui dit abandon, qui dit prolifération, dit abandon. C'est classiquement le cas des chats, ce qu'on appelle les chats libres, c'est-à-dire les chats qu'on voit partout dans les villes et la campagne. Là, on a vraiment besoin du législateur. L'exemple est très simple. La loi dit que le maire peut faire stériliser les chats. Ce qui fait que, ayant d'autres préoccupations, ils ne le font pas forcément. Ce sont donc les associations, la SPA, d'autres associations qui le font. C'est souvent nous qui payons et on trouve très franchement que l'État se décharge un peu sur les associations dans ce domaine. Il suffirait au législateur de dire le maire doit, et ça nous changerait vraiment la vie. Est-ce que c'est exactement ce qui se passe dans certaines régions belges, puisqu'il y est fait référence dans cette tribune, où on stérilise les chats pour éviter les abandons de portée? Tout à fait. En ce moment, on nous jette les cartons de chatons. Ça, c'est acceptable par les gens qui aiment les animaux, la stérilisation? Non, oui, c'est acceptable parce que c'est une véritable mesure de protection. Peut-être que culturellement, ce n'est pas encore complètement ancré. Oui, c'est compliqué à faire mais c'est accepter. vraiment une mesure de protection. L'an dernier, les fourrières ont euthanasié 90 000 chats et chatons. C'est surtout des chatons. Je dis, en ce moment, qui est la période de pleine fécondité, on retrouve des cartons de chatons jetés le matin par-dessus les grilles de nos refuges. C'est vraiment quelque chose de simple pour le législateur et c'est vraiment quelque chose qui serait un énorme progrès en matière de protection animale. Je lisais que les Français détenaient le malheureux record de l'abandon d'animaux. Comment vous expliquez ce record? Que font nos voisins européens que nous ne faisons pas, que nous faisons mal? Ce que nous faisons, c'est par exemple, ce que nous ne faisons pas, c'est par exemple la Belgique avec un secrétariat d'État aux animaux. Et je crois qu'il faut qu'on ait vraiment un basculement de l'état d'esprit et du regard de l'homme sur l'animal. Je dis souvent que la dignité de l'homme passe par la dignité de l'animal. Il faut qu'on apprenne tout simplement à nos enfants que l'animal, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un objet, qu'on ne va pas l'acheter. On va, si possible, le prendre dans un refuge. Chez moi ou dans une autre association, il y a des centaines d'associations qui font un travail remarquable. Quand on prend un animal à l'adoption, eh bien, on libère la place qu'il vient d'abandonner, ce qui permet de sortir un animal des fourrières, parce que les 2/3 des animaux que nous recueillons sortent des fourrières, et quand on ne peut pas les recueillir, les fourrières ne les gardent pas et les euthanasient. Est-ce que vous ne sentez pas tout de même un tournant ces dernières années dans le regard porté sur l'animal? Alors il y a cette loi où on dit effectivement qu'ils sont doués de sensibilité, mais au-delà de ça, on a vu les images de L214. Est-ce que vous ne sentez pas une prise de conscience collective sur le bien-être animal? Oui, il y a une vraie prise de conscience. Le parti animaliste a fait presque 3% aux dernières élections. Moi, j'ai eu des propositions, la plupart des associations et la SPA en premier,
n'ont aucune subvention, c'est-à-dire que nous payons nos refuges, nous payons l'entretien. Quand je construis un refuge, ça coûte 3,5 millions à l'espèce, c'est des sommes considérables. Si l'État peut nous aider, si les collectivités territoriales peuvent nous aider, j'ai eu 2 très beaux appels du pied de M. Bérou à Pau, de la communauté de communes de Bastia, de la mairie de Furiani. C'est quelque chose que nous voudrions voir se développer. Ça nous aiderait beaucoup et il y a une vraie prise de conscience. C'est parce que je crois que la société évolue et que l'animal est moins considéré comme quelque chose qui distrait, que l'on peut faire travailler et user comme un outil, et puis ensuite jeter quand on n'a plus envie ou plus besoin. Et on a bien compris le message. Merci infiniment, Jacques-Charles Fonbonne, d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président bénévole réélu il y a quelques jours de la SPA, Société Protectrice des Animaux. Félicitations. OPPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Arnaud Benedetti à Nathalie Moret. On va parler de Nicolas Sarkozy, non pas pour évoquer un éventuel retour en politique, puisqu'il a bel et bien mis un terme aux spéculations. Non, on va s'arrêter sur un passage précis de son intervention hier soir sur France 2, celui où il parle de la relation de la droite avec le monde ouvrier. Est-ce un rendez-vous manqué? On va se poser la question avec nos invités après cet extrait de Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours choisi une seule famille politique. La seule, la famille gaulliste. De 18 ans jusqu'à maintenant, je n'ai jamais changé de famille politique. Mais vous savez, encore il y a un mois, je le dis, j'étais à Belfort, qui est une ville ouvrière et avec des gens qui aiment les usines, et un monsieur dans la rue qui m'a serré la main, qui m'a regardé dans les yeux, il m'a rien dit. Ça a duré 30 secondes comme ça. Et à la fin, on s'est compris. Hein. Il m'a dit, on s'est compris. Je l'avais compris, il m'avait rien dit. Mais ça voulait dire tellement de choses. Il y a aussi une partie d'entre eux qui ne vous a pas compris, Nicolas Sarkozy. Mais bien sûr, mais vous me demandez avec qui je me sens à l'aise, qui j'ai voulu conquérir. J'étais 20 ans maire de Neuilly, et en même temps, j'ai voulu que la droite soit entendue par ce monde ouvrier, qu'elle soit populaire. Parce que je pense au fond que la droite n'est acceptable dans le pays que si elle est rassemblée, élargie, qu'elle refuse tout sectarisme et qu'elle soit populaire. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Nathalie Moret, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA, et Arnaud Benedetti, bonsoir, bienvenue à vous également, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire spécialiste de communication politique. J'ai voulu que la droite soit entendue par ce monde ouvrier, qu'elle soit populaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un rendez-vous manqué, Nathalie Moret, entre la droite et le monde ouvrier? Oui, mais évidemment, c'est bien ce qu'il a voulu souligner. Il faut se rappeler quand même que Nicolas Sarkozy, en 2007, il a été élu par la France qui se lève tôt. Et voilà, et on sait très bien qu'à la lumière des dernières élections européennes, c'est justement cette classe populaire-là, c'est les ouvriers qui manquent au Parti Les Républicains, qui a, je vous le rappelle, fait 8,48, c'est ça? Et qui, effectivement, cette classe populaire-là a totalement disparu de l'électorat Les Républicains et est maintenant chez l'électorat du Rassemblement national. Les LR ont abandonné le monde ouvrier, l'univers ouvrier. En tous les cas, sous l'ère de Laurent Wauquiez, c'est effectivement pas la classe populaire qui a été la plus traitée, j'allais dire, puisque lui, il était sur une ligne plus identitaire et toutes les questions sociales et économiques ont disparu du discours de LR. Moi, j'ai rencontré plusieurs députés Les Républicains qui se plaignaient justement sous Laurent Wauquiez d'avoir fait un certain nombre de travaux sur la retraite, sur le chômage, sur des choses comme ça, et qui n'ont jamais été ouverts par Laurent Wauquiez, qui lui avait comme thèse, il disait voilà, un certain nombre de nos électeurs sont tentés par le Front National, si on se recentre sur les questions identitaires, on les récupérera. Ça n'a pas fonctionné, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été contraint à la démission, et ce que dit Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2, c'est pas autre chose, c'est dire attention, moi j'ai gagné parce que j'étais à la tête d'une droite rassemblée, à la fois la droite identitaire que le Premier ministre appelle la droite Trocadéro, mais aussi la droite populaire et la droite libérale. Oui, parce qu'il a bien insisté sur cet univers ouvrier. Il a raconté une anecdote avec ce regard qu'il a eu avec cet ouvrier. C'est un reproche de fond, c'est un vrai tacle envoyé au LR d'aujourd'hui? Oui, vraisemblablement. Alors, ceci dit, Laurent Wauquiez avait essayé quand même, en tout cas quand il a été investi président des Républicains, c'était l'objectif qui se fixait, c'était à la fois de récupérer les classes moyennes et les classes populaires. Il n'y est pas parvenu, notamment au niveau des élections européennes, parce que tout simplement, il a tenu un discours sociétal ou contre-sociétal que ces classes populaires n'entendent pas, parce que tout simplement, ce n'est pas leur préoccupation.
Et on a bien vu d'ailleurs un Laurent Wauquiez très hésitant durant la crise des Gilets jaunes. Il a enfilé son gilet jaune, puis ensuite il a pris ses distances avec les Gilets jaunes. Donc il n'a pas véritablement intégré dans les derniers mois quelque chose qui est réapparu dans l'agenda politique, qui est la question sociale. Et c'est vrai qu'il existe historiquement une droite sociale, une droite populaire qui a été incarnée notamment par le gaullisme des années 60, 70 et 80. Et on a le sentiment finalement que la grande maison des Républicains s'est recentrée sur un cœur extrêmement restreint sur le plan doctrinal et a laissé de côté en effet toutes ces classes populaires et ces classes moyennes qui sont surtout intéressées par la question du pouvoir d'achat, par la question des fins de mois, voire par la question des services publics dans les zones périphériques. Donc c'est un rendez-vous manqué en effet de la droite avec un de ces électorats historiques. Mais moi je rajouterais que c'est un rendez-vous manqué pour l'ensemble des formations de gouvernement. Parce que ce qui est frappant aujourd'hui dans le champ politique au-delà de la droite, c'est que vous n'avez plus aucune formation de gouvernement, qu'il s'agisse d'En Marche, qu'il s'agisse de la gauche, certes, et du Parti socialiste qui en est réduit à la portion congrue, et qu'il s'agisse des Républicains, qui arrivent à capter l'électorat populaire. L'électorat populaire, aujourd'hui, il vote. C'est le RN, hein. Il vote soit il s'abstient, soit il vote pour le Rassemblement national. J'ai noté le chiffre de l'IFOP pour les dernières européennes. Le RN a obtenu le soutien de près d'un ouvrier sur deux, 47%. C'est très clair. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que souvenez-vous, Laurent Wauquiez avait écrit en son temps un livre sur les classes moyennes, sur ces Français qui ne touchent pas d'allocation et payent un maximum d'impôts. C'était exactement, j'allais dire, les gilets jaunes avant l'heure. Et il a totalement oublié quand il est arrivé à la tête des Républicains pour entrer dans une posture tout à fait électoraliste, qui est de dire, voilà, nous avons perdu l'élection présidentielle, mais quand même, nous avons un candidat qui a réussi, malgré les casseroles et les affaires, à faire 20%. Il faut absolument que je consolide le socle de François Fillon. Il s'est totalement mis dans cette optique-là. C'est d'ailleurs pour ça que c'est François-Xavier Bellamy qui incarne la droite versaillaise qui a eu la tête de liste, mais en oubliant totalement en tous les cas pas totalement, mais beaucoup. Voilà, c'est ça le discours social, le discours des fins de mois. Et effectivement, c'est ce que Nicolas Sarkozy a pointé hier soir. Alors, on va parler de la gauche maintenant, ou devrais-je dire des gauches. Elle continue de s'organiser pour éviter de nouvelles déroutes électorales. Deux initiatives parallèles. Celle du patron des sénateurs socialistes d'abord, Patrick Kanner. Il va réunir tous les éléphants du PS le 17 juillet prochain. François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jean-Marc Ayrault, Lionel Jospin et d'autres qu'on va peut-être voir à l'image, Martine Aubry, Jean-Christophe Cambadélis. Lui veut montrer que le Parti socialiste n'est pas mort et il l'a exprimé au micro de Guillaume Jacot il y a quelques jours. Il n'y a pas de renouveau sans regarder aussi les racines qui sont les nôtres. Nous aurons la chance, le bonheur, l'honneur d'avoir avec nous à ce pot de fin de session un ancien président de la République, des anciens premiers ministres, des anciens premiers secrétaires du Parti socialiste, mais aussi des patrons de grandes collectivités territoriales. Ça montre que le PS, qu'on dit souvent moribond, n'est pas moribond. Le PS est une force politique majeure. Alors, il y a cette gauche-là et puis il y a celle de Clémentine Autain, hier soir au Cirque Romanès à Paris, avec des personnalités du monde politique, syndical et associatif et des militants. La députée qui se démarque chez les Insoumis appelle, je cite, au Big Bang de la gauche. Ce Big Bang, ça dit l'ambition, c'est-à-dire qu'à l'issue des élections européennes, on a estimé qu'il y avait une forme d'onde de choc, d'électrochoc même, et qu'il fallait prendre la mesure du paysage politique qui était en train de se cristalliser dans notre pays. Alors Arnaud Benedetti, deux générations, deux styles, un même objectif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs gauches. Vous avez ce qu'on a appelé la deuxième gauche, qui était la gauche rocardienne, qui a rejoint de fait Emmanuel Macron. Vous avez une gauche social-démocrate qui se cherche à la fois un cœur de doctrine et un leader et une ligne politique qui est la gauche de ce qui reste aujourd'hui du Parti socialiste après l'élection présidentielle et l'élection européenne. Et puis vous avez une gauche radicale avec une myriade d'identités politiques, ou en tout cas de formations politiques, qui va de Jean-Luc Mélenchon avec les problèmes qu'il rencontre à l'intérieur de la France insoumise, notamment avec Madame Autain, au Parti communiste, à la Ligue communiste révolutionnaire. Donc il y a aujourd'hui une
une espèce de balkanisation de la gauche qui vraisemblablement nuit à son unité, parce que finalement, leur seul point d'accord, c'est l'opposition à Emmanuel Macron. Mais une fois qu'on a dit qu'on était opposé à Emmanuel Macron, on n'est d'accord ni sur la stratégie, ni sur le contenu politique, ni sur les hommes. Donc il y avait deux façons, si vous voulez, de réunir la gauche. Il y avait une façon qui était très mitterrandienne, c'est-à-dire de trouver un modus vivendi entre des formations qui ont des cultures et des histoires différentes, mais qui finissent par s'unir dans un projet qui est celui de l'union de la gauche. C'est ce qu'avait fait François Mitterrand dans les années 70 et ce qu'il a porté au pouvoir. Où vous avez une autre manière, c'est finalement d'imposer l'hégémonie d'une formation politique sur les autres. C'est ce qu'a essayé de faire, in fine, Jean-Luc Mélenchon, avec le succès très relatif qu'on lui connaît. Et je pense que de ce point de vue, Jean-Luc Mélenchon, qui est pourtant un animal politique, c'est le moins qu'on puisse dire, expérimenté et chevronné, a manqué de ce que Max Weber appelait le coup d'œil. C'est-à-dire qu'en politique, à un moment donné, il faut avoir le coup d'œil, c'est-à-dire sentir les choses, sentir qu'il y a des marges pour essayer de discuter et de négocier. Il pouvait. Il a voulu faire tout seul, il a voulu faire cavalier seul. Il avait la légitimité historique, compte tenu de son parcours, pour essayer de réunir ces gauches qui avaient été balayées par le scrutin du mois de juin 2017. Il ne l'a pas fait parce qu'il a fait un pari, c'est-à-dire c'est le pari de la force du peuple. C'est qu'il y aurait à un moment donné un courant populiste de gauche qui permettrait finalement à sa formation politique et à sa propre marque de l'emporter. Il a peut-être aussi un peu péché par orgueil. Vraisemblablement. Il a été écrasé par son talent aussi, d'une certaine façon. C'est un peu, je veux dire, un des problèmes de Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois que c'est aujourd'hui les raisons pour lesquelles il se retrouve dans une situation qui est quand même une situation de corner évident après le scrutin européen. Nathalie Moret. Il faut dire qu'il n'y aurait pas eu cette réunion du Big Bang au cirque Romanès ce week-end avec Clémentine Autain s'il n'y avait pas eu la perquisition du 16 octobre. Parce que ce qui a beaucoup contribué à la démonétisation de Jean-Luc Mélenchon, c'est sa réaction très vive lors des perquisitions. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait, je pense, chez une partie de son électorat, rappelons-nous qu'il a fait quasiment 19% à peu près à l'élection présidentielle, c'est énorme. Il y a aussi le fait qu'il n'est pas appelé nommément à voter contre... Ah oui, ça lui a coûté cher, ça Oui, aussi. parce qu'il y a une partie de l'électorat socialiste qui est quand même assez importante, qui a voté pour lui, et l'électorat socialiste qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est reporté Et au-delà de Jean-Luc Emmanuel Mélenchon, Macron. sur cette initiative lancée par Patrick Kanner au Sénat, avec notamment Bernard Cazeneuve, dont on parle beaucoup. Ça va faire quand même un peu vieille gloire, pardon, mais C'est vrai, c'est votre la façon photo, de voir la les photo de choses. famille, vous avez simplement des élus qui sont là et qui préparent les municipales pour être réélus, alors même qu'ils ont dit qu'ils feraient leur dernier mandat. Je pense à Martine Aubry, par exemple. Il n'y a pas de renouveau sans regarder les racines, nous dit Patrick Oui, Kanner. alors ça, c'est du marketing politique. C'est très gentil. Moi, j'y crois pas. Et je le dis tout à fait sincèrement parce que je pense que ces gens-là sont de grands talents et ont fait de grandes choses dans leur ville. Simplement, je ne pense pas qu'il y ait des désirs d'avenir, pour reprendre une célèbre formule, sur des gens qui ont été aux affaires depuis les 30 dernières années. Je pense qu'il y a une génération qui est politiquement morte ou en voie de disparition, en tous les cas au point de vue national, depuis mai 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire que Martine Aubry ne sera pas réélue, ça ne veut pas dire que François Rebsamen ne sera pas réélu parce qu'ils ont des bilans. Mais honnêtement, la gauche aujourd'hui, je pense qu'elle ne peut pas être incarnée par des gens qui l'ont déjà portée les années précédentes. Donc plus Clémentine Autain que Martine Aubry. Ah mais oui, et encore Clémentine Autain, c'est quand même un petit peu difficile parce que j'ai suivi les débats. C'est vrai, vous aviez raison Arnaud, ils ne sont absolument d'accord sur rien. Ils sont repartis du cirque Romanès en se disant bon, on va créer des comités partout et on fait une assemblée générale en décembre. Oui. Bon, ils se sont tous mis d'accord sur le fait qu'ils étaient anticapitalistes. Je vous promets que j'aurais pu leur dire avant leur réunion. Donc non, oui, c'est compliqué. Ça veut dire clairement qu'à l'issue de ce week-end, Emmanuel Macron, il doit être zen à la fois par ce qui se passe à droite, vu votre premier sujet sur Nicolas Sarkozy, et après ce qui se passe à gauge. Mais il faudra quand même suivre l'évolution de Bernard Cazeneuve, qui est certainement celui qui est le moins abîmé de toute cette classe politique social-démocrate. Et de ce point de vue-là, il faut lire le texte qu'il
qu'il a prononcées lors des entretiens tout récemment de Tocqueville sur la façon dont il conçoit l'Europe. Il dit il faut arrêter de penser que le saut fédéral est un saut qui permettra de sauver l'Europe et il faut repenser la nation. Donc on voit quelqu'un qui est quand même en train de réfléchir, lui, sur le cœur politique, le corps politique, la doctrine politique d'une gauche social-démocrate qui soit capable de reconquérir les classes populaires, pour revenir au sujet précédent. Parce que le sujet essentiel aujourd'hui pour la gauche comme pour la droite, c'est de reconquérir ces classes populaires qui sont parties encore une fois soit au Rassemblement national ou qui se réfugient dans l'abstention. Le Parti socialiste a été un parti des classes populaires, il faut quand même ne pas l'oublier, dans les années 70 et dans les années 80. Et quand Bernard Cazeneuve dit qu'il faut repenser le fait national, notamment, c'est un clin d'œil bien évidemment largement prononcé en direction des classes populaires. Donc il faudra quand même attendre l'évolution, la trajectoire de Bernard Cazeneuve. Est-il prêt aujourd'hui à se lancer dans une aventure qui est une aventure quand même extrêmement risquée et hautement hypothétique? Ça, c'est une autre question. Allez, il nous reste quelques minutes pour évoquer ce nouveau caillou dans la chaussure du gouvernement, cette polémique autour de la vidéo où un policier asperge littéralement des militants écolos, dits non violents, de gaz lacrymogène. Il s'était installé dans le 4e arrondissement de Paris. Des images filmées par un journaliste indépendant. Christophe Castaner a demandé des comptes à la préfecture de Paris et on apprend ce soir qu'une enquête judiciaire a été confiée à l'IGPN, c'est-à-dire la police des polices. On a entendu Yannick Jadot qui s'en est vraiment indigné ce matin. Écoutez. C'est indigne d'avoir des jeunes qui se battent pour notre climat, qui se battent pour notre avenir. Et la seule réaction du gouvernement, c'est pas d'agir, c'est de leur balancer des gaz lacrymogènes. Ça, c'est scandaleux. Indigne et scandaleux, Nathalie Moret. Les images sont dures. Hein. Ouais. Les images sont extrêmement violentes et c'est vrai que ça ne sert pas le pouvoir en place, d'autant que ce sont des jeunes qui sont non violents. Alors, ils ont alors, quand même, Extinction Rebellion, qui est le nom de leur association. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. C'est déjà la première chose. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, peut-être, ils se félicitent de leur action. Simplement, pour le gouvernement, ça tombe mal parce qu'on est dans une période où l'acte 2 du quinquennat veut verdir leur action. Et là, il y a 30, 40 jeunes, pas plus quand même, qui bloquent le pont Sully à Paris. Donc, effectivement, ça crée un peu de problèmes de circulation et on est en train de les asperger, mais à bout portant de gaz lacrymogène. L'image est troublante. C'est absolument terrible. Et on a en face de ça François de Rugy, qui a été quand même un écologiste et qui portait la parole écologiste lors de la primaire de la gauche, qui justifie, enfin, je ne sais plus quels sont ces termes exacts. Le fait de les évacuer, quoi. Voilà, c'est ça. Et, non, mais c'est quand même un écologiste qui fait ça. Donc effectivement, dans le calendrier, ça tombe très très mal et ça pose aussi le problème de la doctrine vis-à-vis de la violence. Il n'y en a pas. Et ça touche aussi un Christophe Castaner qui est politiquement affaibli. Donc tout ça est une mauvaise séquence. Et ça arrive quelque temps après la nomination d'un nouveau préfet qu'on dit très dur, Didier Lallemand. Où on avait vu un virage de l'État à ce moment-là, alors ça s'inscrit déjà choisissant ce préfet. Alors, en plus, ça s'inscrit dans un contexte où la question des violences policières s'est quand même imposée dans l'agenda politique et où un certain nombre d'observateurs considèrent aujourd'hui qu'il y a pu avoir, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes, un usage parfois disproportionné de la force au regard de la mobilisation. Mais en fait, ils se sont fait piéger eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense que le pouvoir s'est fait piéger par les manifestants. C'est-à-dire que si vous voulez, dans cette affaire, il ne faut jamais oublier que la culture de la désobéissance civile, c'est une très vieille culture qui existe depuis le 19e siècle, qui avait été théorisée par un écrivain américain, David Thoreau, et qui expliquait que de toute façon, à un moment donné, pour contester, il faut être capable d'opposer une forme d'inertie civique pour finalement ébranler un pouvoir. Et là, en l'occurrence, j'allais dire qu'ils ont quand même quelque part réussi leur coup de communication parce que ces images sont extrêmement négatives pour le gouvernement, elles sont extrêmement négatives pour le ministre de l'Intérieur qui n'avait vraiment pas besoin de ça, et elles sont surtout extrêmement négatives pour le ministre de l'écologie, qui vient lui-même de l'écologie. Et il y a une tradition dans l'écologie qui est la tradition de la désobéissance civile. Ça veut dire que le message, qui est même pas subliminal, qui est très explicite, on a là un ministre de l'écologie qui renonce d'une certaine façon à ce qui fait le cœur politique de son engagement. Désobéissance civile, qui se renie. Désobéissance civile et écologie, disons, c'est un couple qui fonctionne ensemble depuis l'écologie originelle. Mais le problème, c'est que vous avez deux types d'écologie en France. Vous avez, en France et pas qu'en France d'ailleurs, vous avez celle
cette écologie qui se veut responsable, pragmatique, de gouvernement à laquelle cotise d'une certaine façon François de Rugy, et puis à côté une écologie qui se veut plus utopique, voire plus radicale, qui s'exprime à travers ce mouvement, entre autres, Extinction. Et plus compliqué pour le Rébellion. gouvernement, ça déborde largement le cadre politique, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de people qui se sont saisis de cette question-là. Donc ça veut dire que ça devient un débat sociétal, et à partir du moment où ça dépasse la sphère politique et où ça devient sociétal, ça devient quand même très très problématique pour le... Pense à Marion Cotillard. Hein, Marion Cotillard, Greta Thunberg, qui a tweeté ou Instagrammé, je ne sais plus, cette vidéo. Donc effectivement, ça devient viral et dans le monde entier. Donc c'est un vrai problème politique. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées, spécial politique, mais varié. Merci beaucoup. On va plus loin, continue. Place au grand débat. #OVPL, si vous avez envie de réagir sur Twitter. On va parler d'Europe, d'une Europe qui cale et qui ne s'entend pas. On ne sait toujours pas qui va présider la Commission européenne. Nouvelle discussion prévue demain à partir de 11h. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse, nous dit Emmanuel Macron. Quand l'Europe est dans l'impasse, c'est le thème de notre débat. Ce sera juste après le sujet de Jérôme Rabier. 17 heures de négociations à huis clos entre les 28 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne n'auront donc pas suffi à les mettre d'accord sur la répartition des postes clés. Ils ont donc convenu de se retrouver demain matin à 11h pour tenter de concilier des positions qui n'ont que peu bougé dans la nuit. À la sortie de cette longue séance de négociation, le président français a fait part de son amertume. Nous avons terminé cette journée sur ce qu'il convient d'appeler un échec. Parce qu'aucun résultat n'a été trouvé et je pense que c'est une très mauvaise image que nous donnons à la fois du Conseil et de l'Europe. Je pense aussi que dans la durée, nous devons tirer toutes les conséquences d'un tel échec. Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Le chef de l'État a pointé les dissensions au sein du groupe du PPE qui réunit les élus de droite au niveau européen et qui aurait du mal à digérer le fait de ne pas obtenir le poste de président de la Commission européenne en la personne de Manfred Weber, qui pourrait tout de même récupérer le siège de président du Parlement. Mais des discussions sont encore nécessaires pour que les 28 tombent d'accord, et le temps presse, même si Angela Merkel est confiante. Je pense que lorsque nous aurons dormi un peu, nous aurons la volonté de trouver un compromis, parce que nous voulons tous un résultat avant que le président du Parlement européen soit élu. Car en plus du poste de président de la Commission européenne, les 28 chefs d'État et de gouvernement doivent s'entendre sur celui de président du Parlement, de président du Conseil et de vice-président de la Commission. Une équation à plusieurs inconnus où chacun doit faire un pas vers l'autre, sans pour l'instant avoir trouvé d'issue à cette impasse. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Vous revenez tout juste de Bruxelles, vous suivez ce marathon de près sur le terrain. Vous allez nous raconter tout cela dans un instant. Frédéric Pons, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, essayiste, écrivain et spécialiste des questions géopolitiques. Alexia Germont, bonsoir. Bonsoir. Fondatrice du think tank France Audacieuse et auteur de ce livre Réveillons notre Europe. Emmanuel Rivière, bienvenue à vous. Vous êtes Bonsoir. politologue à Kantar et président du Centre Kantar sur le futur de l'Europe. Merci à tous les quatre d'être ici. Je vous avoue qu'on a un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe. Tout le monde semblait à peu près d'accord à Osaka en marge du G20. Apparemment, l'affaire était quasiment réglée. Et là, ça tergiverse à nouveau. On parle même d'échec. Richard Verly, vous avez suivi ça de près. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, c'est un échec. Ouais. Et Emmanuel C'est pas Macron... fini. C'est pas fini, puisqu'il y aura donc un nouveau sommet qui va reprendre mardi à 11h, et dont déjà l'annonce dit qu'il pourrait inclure un dîner. Donc vous voyez, on se prépare déjà à quelque chose d'assez long, mais c'est un échec, c'est incontestable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant ce sommet, il y avait eu celui des 20 et 21 juin, qui s'était terminé sans décision. À nouveau, ça recommence, et comme vous l'avez dit, alors qu'on pensait qu'une solution avait été esquissée par les leaders présents à Osaka. Ben, la raison, elle est toute simple, c'est que ceux qui étaient présents à Osaka et qui ont décidé n'avaient pas consulté les autres. Et que quand ils sont arrivés à Bruxelles... Et les membres du PPE? Pas seulement les membres du PPE, disons un certain nombre de gouvernements puissants et bien décidés aujourd'hui à faire entendre leur voix. J'en citerai 3 qui ont été particulièrement, semble-t-il, bloquants durant cette longue journée et cette longue nuit bruxelloise. La Hongrie de Viktor Orban, ça on le savait, c'est pas la première fois qu'il fait le coup, puisque lors de la précédente désignation de Jean-Claude Juncker, il avait voté contre. Ensuite, il y a la Pologne,
La Pologne tient fermement pour réclamer son dû, réclamer que le parti conservateur, le camp conservateur garde la présidence de la Commission, mais surtout avoir quelqu'un à la présidence de la Commission qui ne soit pas hostile à Varsovie. Et enfin, il y a l'Italie, dont on a bien vu qu'aujourd'hui, eh bien, l'Italie est prête à laisser tomber, je dirais, en capilotade cette Union européenne, puisque le Premier ministre italien, grosso modo, a dit que s'il avait à choisir, il aurait préféré s'abstenir, ce qui est vraiment une preuve de courage infinie. Donc cet échec, Frédéric Pons, certains pourraient dire c'est la faute des populistes. Non, enfin, l'échec, attendons encore demain, c'est un échec psychologique, évidemment, cette cacophonie, cette course au siège, ces répartitions dans les coulisses, ça fait très mauvais effet et ça conforte effectivement les votes populistes. Tous les pays et toutes les populations qui ont dit non à cette Europe technocratique qui, depuis 15-20 ans, gère l'Europe et de plus en plus mal. On le voit bien avec ces soirées ou ces longues journées de Bruxelles. Alors, la faute à qui? Alors, c'est très difficile de le dire. Je pense que, pour aller très vite, on voit bien que l'Allemagne, qui jusque-là était la faiseuse de rois, et les pays s'alignaient derrière elle. L'Allemagne est affaiblie. Angela Merkel est affaiblie physiquement et politiquement. On voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas la voix qui porte assez. Il y a des problèmes sans doute de méthode, d'attitude. Il y a un rejet d'une partie de l'Europe à son égard. Et puis on voit aussi que ces pays d'Europe de l'Est, où la vague populiste a été très importante aux dernières élections européennes, ont une voix à porter, ont des idées. Et commencent à les faire entendre très sérieusement. Veulent les faire entendre parce qu'ils sont là aussi pour ça, Viktor Orban et les Polonais et les Italiens. Et donc... cette cacophonie était redoutée, elle était attendue, ça n'est pas fini, mais il faudra tenir compte effectivement des nouveaux rapports de force dans l'Europe à 28. Et à 28, c'est très difficile d'arriver à une décision rapidement. C'est que le début d'une Europe qui cale, quoi, Alexia Germont. En tout cas, je crois qu'on a devant nous... Vous n'êtes pas aussi pessimiste ? Non, parce que... sur le moment présent, c'est évidemment un échec très fort pour beaucoup de partis autour de la table. Ça, c'est le premier point. Mais je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est vraiment devant une cartographie nouvelle qui est en train de se dessiner devant nous, qui est à la fois le résultat donc, des élections européennes, qui explique aussi en partie pourquoi il y a ces tensions qui viennent à jour aujourd'hui. Et puis, regardez, ne serait-ce que sur le nom, par exemple. On avait Manfred Weber, effectivement, avec le PPE, puis après, on a parlé de Franz Timmermans, mais il faut quand même se rappeler que ces deux partis sont les deux partis qui sont arrivés en recul, qui à eux deux, pour la première fois, n'ont plus la majorité. Et donc on a de eu tort toute de façon, proposer leur nom même. Voilà, mais quelque part, vous voulez, on est aussi en train de se positionner sur des personnalités qui aujourd'hui sont en recul par rapport à ce que souhaitaient les électeurs européens. Donc ça aussi, c'est à noter. Et aujourd'hui, peut-être qu'on arrivera à un consensus, si on veut un peu de parité, et puis surtout quelque chose qui ressemble à la sortie des élections européennes, peut-être qu'on tombera d'accord sur Margrethe Vestager, qui est une libérale démocrate, qui après tout est le parti qui est arrivé avec un bon magistral en avant lors de ces élections européennes. Et j'ajoute qu'effectivement, on avait eu l'habitude lors de l'élection de Jean-Claude Juncker déjà d'avoir l'obstruction finalement de Viktor Orban, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, vous avez le pacte de Visegrad qui veut vraiment faire entendre son poids, sa voix, et qui doit être pris, non pas comme un second cercle, mais comme un premier cercle. N'oublions pas, et j'en terminerai par là, qu'aujourd'hui, c'est le compromis, comme toujours, que l'on doit tous réapprendre en Europe, parce que c'est la façon de travailler en Europe, et qu'on voit bien que les déclarations tonitruantes, y compris d'Emmanuel Macron, en arrivant en disant voilà finalement les arguments, les noms et les qualités qu'il faut, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et ils ont la légitimité populaire, Emmanuel Rivière. C'est ça le problème, c'est qui a la légitimité populaire? Il faut bien admettre que cette élection ne s'est pas du tout passée comme la précédente. Ceux qui ont baissé, oui, parce mais en étant majoritaires. Voilà, ceux qui ont grimpé, effectivement, plus 25 sièges à peu près pour les écologistes et plus une trentaine de sièges pour les centristes. Enfin, l'ordre d'arrivée, c'est quand même 182 pour le PPE, 153 pour les sociodémocrates, 108 pour Renew Mais le recul Europe. aurait pu être entendu aussi. Le recul aurait pu être entendu. La réalité, c'est qu'on est dans
dans un système complètement hybride. On est au milieu du gué. C'est-à-dire cette formule alambiquée qui dit que la Commission européenne doit que le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement doit tenir compte des élections européennes. Qu'est-ce que ça veut dire tenir compte? Il y a 5 ans, finalement, il y avait une espèce de match qui était assez établi. On pensait que les sociodémocrates pouvaient peut-être cette fois-ci être devant. Et donc, finalement, c'était le match Schulz-Juncker. Et tout le monde s'était à peu près glissé dans ce scénario. Et ça a été Jean-Claude Juncker, présenté par le parti arrivant en tête. Il n'était pas lui-même candidat, mais c'est lui qui était pressenti. Et là, en fait, on a saboté ce principe des candidats chefs de file, ce qui est vraiment problématique parce que on peut pas à un moment dire aux citoyens européens, vous savez, vous allez avoir une part dans la désignation du président de la Commission, ça se passe comme ça, il y a des chefs de file, et puis s'ils arrivent en tête, ils sont désignés. Puis à un moment, dire non, c'est pas du tout comme ça qu'on va faire, parce que c'est sûr que c'est rendu plus compliqué, parce que ce Parlement, il doit faire des majorités à 4 aujourd'hui. Mais le résultat, à force d'être au milieu du gué, c'est qu'on produit exactement le contraire de ce qu'il fallait produire. Et ça, c'est vraiment un scénario très édifiant, parce qu'on rentre dans cette élection en jouant à se faire peur. Oh là là, il va y avoir un risque de progression, même certains disaient une majorité eurosceptique. Le 26 mai au soir, on est rassuré finalement, globalement les eurosceptiques ne progressent pas. Et derrière, on produit exactement ce que les pro-européens, avant même les électeurs des partis populistes, ce que les pro-européens abordent, c'est les égoïsmes nationaux, c'est les décisions de couloir ou d'arrière-cour ou d'antichambre, et une absence totale de lisibilité sur le processus. Frédéric Poncet, ensuite on va écouter Emmanuel Macron. Oui, moi je reprends l'image d'Emmanuel, l'Europe est au milieu du gué. Alors oui, elle est au milieu du gué, mais elle a de l'eau au-dessus de la tête. Et quand on parle de l'échec de l'Europe, là en ce moment, avec ces discussions qui n'en finissent pas, c'est un échec circonstanciel. Je pense que l'échec de l'Europe, il est majeur et il date d'avant ces discussions de Bruxelles. L'échec de l'Europe, c'est le rejet de l'Europe par un électorat de plus en plus important, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui rejette l'Europe de Juncker, l'Europe libérale, l'Europe mondialiste. C'est clairement un échec majeur, et tous ces chevaux fourbus qu'on nous présente en ce moment pour essayer de sauver le char de l'Europe, ça ne marchera pas. On sent bien, et on le voit avec l'accord du Mercosur, avec l'Amérique latine dont on va parler, on voit bien que c'est une Europe qui est à bout de souffle, qui fait des bêtises en permanence et qui est en train, encore une fois, de plomber les peuples européens. Alors, comment en est-on arrivé là? Emmanuel Macron a-t-il une part de responsabilité? Pour le savoir, et je vous ferai réagir après, je voudrais qu'on réécoute le chef de l'État, parce que c'est lui qui, à plusieurs reprises, a mis en cause ce système des Spitzenkandidaten dont vous parliez, Emmanuel. Encore cet après-midi, mais ce n'était pas la première fois. On a compilé 2 extraits, écoutez. Tout ce processus a été mal pensé, avec l'ambiguïté, comme j'ai eu l'occasion de le dire, des Spitzenkandidaten. Et au fond, une lecture qui peut être ambiguë, où à la fois les chefs d'État et de gouvernement sont là pour représenter leur pays, mais se sentent captifs d'intérêts politiques ou de contraintes politiques, ce qui n'est pas l'esprit de nos traités. Moi, j'ai toujours attiré l'attention de celles et ceux qui veulent ce système sur le fait que ce sont les mêmes qui n'ont pas voulu les listes transnationales européennes. Ils sont pour la démocratie, lorsque c'est la démocratie décidée par des partis. Richard Bailly, ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron remet en question ce système des Spitzenkandidaten, mais certains disent oui, ok, mais qu'est-ce qu'il propose d'autre? Il est en train de dynamiter un peu les institutions européennes? Alors, incontestablement, et d'ailleurs il le revendique. Il le revendique parce qu'il estime que c'est seulement avec des majorités ad hoc, des majorités de projets, comme il les appelle, qu'on réussira, selon lui, à faire bouger l'Union européenne. Donc il a une part de responsabilité. Il a une part de responsabilité assumée, d'ailleurs, il l'a répété. Il a proposé quand même 2 choses. La première, c'est qu'il avait, et ça c'était avant les élections européennes, il avait proposé cette circonscription transnationale. C'est-à-dire qu'une partie des députés européens soit élue non pas dans leur pays, mais par l'ensemble des Européens. C'était une bonne idée. Il veut une Europe plus démocratique. Absolument, c'était une assez bonne idée, et qui à ce moment-là aurait légitimé ces candidats chefs de file. Bon, les conservateurs ont été ceux qui ont torpillé cette idée. On a bien compris que derrière Macron-Weber, il y a le règlement de comptes. Il règle ses comptes à Manfred Weber qui a torpillé son idée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron veut absolument desserrer l'étau, disons, conservateur socialiste, pour y glisser sa force politique, comme il l'a fait en France avec succès, à savoir les libéraux centristes. Alors là, par contre, la situation n'est pas la même, parce qu'en France, il a obtenu la majorité, donc non seulement il a desserré l'étau, mais il l'a fait exploser, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'instant, il n'a que 108 députés au Parlement européen, qu'il est une force d'appoint, et que par conséquent, il ne peut que profiter de coalition. Or, qui dit coalition, dit allié.
Et c'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire combien de divisions. Quels sont les gouvernements et les pays qui sont prêts à aller avec lui au combat. Donc il joue un jeu dangereux, quoi. Il joue un jeu compliqué parce qu'on s'est aperçu durant ces sommets, celui du 20 et 21 juin et celui qui n'est pas encore achevé et qui va se poursuivre, qu'il y a finalement peu de pays qui sont prêts à aller, je dirais, au carton avec lui, mais surtout, il lui manque quoi? Il lui manque l'Allemagne. Parce que quand la France, et il faut bien le reconnaître, quand la France n'a plus l'Allemagne à ses côtés, elle ne pèse que le poids de la France. Et l'Allemagne n'a pas du tout envie de... Et l'Allemagne, c'est compliqué parce qu'Angela Merkel probablement voudrait réussir, et elle a vraiment avec Emmanuel Macron cette nuit, c'est elle et lui qui ont insisté pour rester autour de la table pour obtenir une solution. Elle a payé de sa personne et quand on voit un petit peu en ce moment ses difficultés personnelles, il faut lui rendre hommage, mais elle n'y est pas arrivée. Pourquoi? Parce qu'elle est en situation politique compliquée. Sa successeur désignée était dans les coulisses hier, avant l'ouverture du sommet, et sa successeur désignée n'a aucun intérêt à apparaître faible. Au contraire, elle a intérêt à apparaître forte, c'est-à-dire à défendre le camp conservateur, parce que c'est ce camp-là qui va la faire chancelière. En revanche, l'intention, Alexia Germond, l'intention d'Emmanuel Macron de rendre cette Europe plus démocratique, plus lisible, moins opaque, finalement, l'intention est louable. Oui, c'est ce que demandent les peuples. Oui, l'intention est louable, mais après, on a toujours le mur de la réalité. C'est ça la difficulté que l'on a aujourd'hui. Et souvenez-vous, les grandes tribunes, en fait, on a vu toute une évolution en fait du discours européen d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce président qu'on a eu pour la première fois, qui était avec une volonté extrêmement forte d'avancer avec l'Allemagne sur l'Europe, très vite a été obligé aussi, pour des considérations internes, non pas de revoir sa copie, mais de réorienter finalement, ne serait-ce que les priorités qu'il a aménagées. Donc on est resté entre le discours de la Sorbonne, qui a emporté plus d'un élan, bien évidemment. Puis après, quand on voit par exemple la tribune qui a été faite juste avant les élections, où on a eu le retour à l'envoyeur quand même de l'Allemagne dans les 2 jours qui ont suivi. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une forme d'arrogance française à continuer de vouloir donner des leçons à l'ensemble de l'Europe, y compris aux cousins allemands, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de respecter les règles que se sont imposées l'Europe. Ça, c'est extrêmement compliqué, on le traînera tout le temps, il faut absolument arriver à régler cette question du déficit qui, derrière, se paye au niveau européen également. Alors, on n'est pas crédible là-dessus. Les discussions internationales menées par l'Europe se soldent parfois par des accords, et même des accords historiques, comme l'a dit Jean-Claude Juncker. Vous l'avez évoqué, Frédéric Pons. Nous parlons maintenant de l'accord UE-Mercosur. C'est un accord de libre-échange signé avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Et pourtant, le texte est loin de faire l'unanimité. Les agriculteurs, les écologistes, beaucoup s'insurgent. On va voir pourquoi avec Quentin Calmet et on va ouvrir le débat juste après. Cet accord commercial impressionne par son ampleur. Après 20 ans de négociations, il a été officialisé vendredi entre la Commission européenne et les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay. En marge du sommet du G20, les leaders sud-américains laissaient éclater leur joie, à l'image de Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Pour Jean-Claude Juncker, qui préside la Commission européenne jusqu'en octobre, il s'agit d'un moment historique. Cet accord est en cours depuis 2 décennies. Les négociations ont commencé il y a tout juste 20 ans hier, le 28 juin 1999 à Rio. Elles ont été longues et souvent difficiles, et nous nous en étions rapprochés auparavant, mais aujourd'hui, nous l'avons finalisé. Un accord monstre, un quart du PIB mondial concerné, 780 millions de consommateurs et de nouvelles débouchés pour l'Europe. À la clé pour l'UE, des droits de douane levés pour ses voitures, les filières des produits chimiques et pharmaceutiques. À l'inverse, l'Amérique du Sud va pouvoir déverser sur notre marché son sucre, l'éthanol ou encore les volailles et le bœuf. Une idée qui révolte les syndicats représentant les agriculteurs français. Quelques semaines après l'élection européenne, inacceptable signature d'un accord Mercosur-UE qui va exposer les agriculteurs européens à une concurrence déloyale et les consommateurs à une tromperie totale. Même son de cloche chez les écologistes, ces grands accords commerciaux vont dans le mauvais sens. Mettre l'accord de Paris, le respect de nos règles sanitaires et les enjeux sociaux au cœur de la diplomatie commerciale doit devenir la règle. Ce nouveau traité de libre-échange doit encore être ratifié par les 28 États membres de l'Union, puis par le Parlement européen. De son côté, Emmanuel Macron a parlé d'un bon accord, tout en se disant vigilant, je cite, sur sa mise en œuvre.
Alors, éclairez-nous. Emmanuel Rivière, un bon accord qui va dans le bon sens. C'est une réussite de l'Europe. 2 décennies de discussion et ça y est, on l'a, cet accord? Ce que montre vraiment très bien votre sujet, c'est, je crois, une des difficultés dans lesquelles l'Europe se trouve aujourd'hui dans son rapport avec les opinions publiques. Jean-Claude Juncker a dit ça fait 2 décennies qu'on est là-dessus. Effectivement, il y a 2 décennies, même 3, l'Europe s'est construite sur un modèle résolument libre-échangiste. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise d'ailleurs, mais je pense que les peuples européens, les Français en particulier, qui signaient tous ces traités, qui approuvaient par leurs représentants interposés l'acte unique, qui approuvaient en direct en votant Maastricht, adhéraient à un projet européen, ne savaient pas qu'ils adhéraient à ce point-là à un projet aussi explicitement libre-échangiste. 20 ans plus tard, dans les opinions publiques, les choses ont considérablement changé. Il y a tout un tas de questions qui se posent aujourd'hui, ne serait-ce que de faire traverser des produits un océan, alors qu'on se pose la question des filières de proximité, produits locaux, donc, bien sûr. Il me semble que beaucoup de gens vont se rallier aux protestations des agriculteurs, vont se méfier de ces accords de libre-échange dont on est en train de revenir, alors que cette campagne européenne a été marquée par des appels au protectionnisme venant y compris de partis dont on ne les attendait pas. Enfin, a priori, les Républicains ne sont pas construits historiquement en étant contre le libre-échangisme ou pour des formes de protectionnisme. Et là, évidemment, ça torpille, parce que c'est ça le calendrier de l'Europe. C'est de parvenir à des accords ou à des projets sur des décennies, parce que c'est son rythme, et sur certains aspects, ça peut être un peu décalé. Oui. Frédéric. Oui, une petite analyse d'image. J'étais frappé en regardant ce reportage. De la joie, quasiment de l'hilarité des Sud-Américains qui sont derrière Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et Emmanuel Macron, il regarde ailleurs, il sourit à peine, il applaudit. Merkel aussi, hein, et Angela Merkel, il applaudit du bout des doigts. C'est pas, on sent très bien, et Emmanuel Macron est déjà un peu revenu en arrière, on sent très bien ce n'est pas un accord très bon, et ce qui vient d'être dit est très juste. Il y a 20 ans, cet accord était peut-être utile, il serait passé très facilement. Aujourd'hui, c'est fini. C'est un accord qui a été travaillé pendant 20 ans, et il a 20 ans de retard, cet accord. Je suis persuadé que si l'annonce du Mercosur avait été faite avant les élections européennes, le Rassemblement national et les écologistes auraient fait 10 points de plus. En exagérant à peine. Et bizarrement, il n'est conclu qu'après. Oui, et c'est conclu après. C'est un cadeau empoisonné que nous fait cette équipe qui s'en va, là, Jean-Claude Juncker, et que nos chefs d'État et de gouvernement sont obligés d'accepter. Je pense, d'un point de vue français, européen, que c'est un cadeau incroyable fait à la concurrence américaine, que c'est un cadeau empoisonné, c'est même un piège terrible pour nos agriculteurs, sans parler de ce problème écologique. À un moment où on parle de circuits courts, de produits de qualité, quand on sait comment ça se passe au Brésil, en Argentine, en Uruguay, pour l'élevage intensif, l'utilisation de toutes les normes phytosanitaires interdites ici chez nous, il y a quelque chose d'aberrant dans ce qu'on vient de voir là dans ce reportage. Oui. Alors, il reste quand même, je dirais, la sécurité ou la possibilité pour le Parlement européen, d'abord de faire traîner la ratification, voire d'intervenir à nouveau sur le texte. Donc, gardons-nous peut-être de penser que tout est bouclé. Moi, je vois surtout dans cet accord une illustration de la difficulté à venir pour Emmanuel Macron, qui est à la tête, enfin qui a poussé un agenda centriste, mais qui, au Parlement européen, soutient les libéraux. Et vous parliez tout à l'heure de Mme Vestager. Mme Vestager, danoise, commissaire sortante à la concurrence, est une libérale. En France, on la considérerait même comme une ultra-libérale. Donc Emmanuel Macron, là, il a un vrai problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est si mal à l'aise devant ces images. C'est parce que quand il est en France, au fond, il explique qu'il faut être davantage protectionniste sans utiliser jamais le mot, mais c'est quand même un peu ce qu'il dit, qu'il faut nuancer le libre-échange, il faut l'adapter à la transition écologique. Mais quand il est à Bruxelles, il va falloir qu'il explique la même chose, notamment aux Scandinaves ou aux Néerlandais, qui eux sont de vrais libéraux, des libéraux revendiqués. Et là, ça va être très compliqué. Donc il y a, sur ce plan, de la part d'Emmanuel Macron, un peu mensonge sur la marchandise. Vous voyez, sur ce plan-là, on est au cœur de la méthode Macron, en une minute. 2 discours, pour la France, pour l'étranger. Et de la même façon, son attitude à l'égard des Européens, il prêche l'entente, les alliances de circonstances, faire casser ces partis qui verrouillent l'Europe, c'est très bien. Mais en même temps, formule macronesque, il passe son temps en Europe à ostraciser tel ou tel pays. L'Italie, la Pologne, la Hongrie. Comment peut-il, dans ces conditions, arriver à nouer des alliances? Ce qui manque aujourd'hui
à Emmanuel Macron comme à une grande partie des hommes politiques qui font l'Europe, c'est une vision politique européenne. Il n'y a pas de vision. Il y a une vision commerciale, une vision financière. Il n'y a pas de vision politique ni écologique réelle. On est là au cœur du problème. Alors, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas de vision juste. Pardon, juste. Non, excusez-moi. Juste, Emmanuel Macron a fait gommer le mot libéral du groupe qu'il soutient au Parlement européen. C'est quand même très important. C'était à sa demande. C'était à sa demande. Mais là encore, remarquez, ça montre que sur la partie plus centrée sur l'agriculture, on a vu dans votre reportage la réaction de la patronne de la FNSEA. Ce sont les grands perdants de cet accord-là, bien évidemment, parce que là où la situation est complètement ubuesque et à rebours de ce que veulent les opinions publiques, c'est qu'on se retrouve à avoir des normes sanitaires excessivement dures et de plus en plus dures pour nos agriculteurs chez nous, censés quand même apporter une certaine sécurité alimentaire. Et effectivement, notamment au Brésil, où vous avez des hormones de croissance, enfin des antibiotiques qui sont utilisés comme hormones de croissance, qui vous permettent, qui là vont être autorisés à venir déverser 99 000 tonnes de viande bovine. Voilà. Donc vraiment, on voit bien qu'on est en décalage complètement par rapport en plus à ce que souhaitent les opinions publiques, mais parce qu'on a 20 ans de retard. Sur la question écologique, c'est quand même assez difficile d'y voir clair par rapport à ce que vous dites. J'entends le constat négatif, mais qui dit vrai, qui dit faux? On a d'un côté Nicolas Hulot, dans Le Monde, qui s'alarme. L'accord avec le Mercosur est complètement antinomique avec nos ambitions climatiques. Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques, voilà ce qu'il dit. Puis on a d'un autre côté Pascal Lamy, président d'honneur de l'Institut Jacques Delors, ancien patron de l'OMC, qui nous dit ce matin sur France Inter, c'est un accord qui empêche le Brésil de sortir de l'accord de Paris. Cet accord va empêcher M. Bolsonaro de déforester l'Amazonie. Pour une fois, c'est l'Union européenne qui pèse dans le bon sens. C'est un peu difficile d'y voir clair. On en verra Pascal Lamy discuter avec M. Bolsonaro. Oui. On verra ce que ça donne. Ça ne tient pas. Ces déclarations sont très sympathiques. C'est un accord qui va enfermer le Brésil dans les normes respectables et les normes proches de l'Europe. Mais c'est faux. C'est faux. Mais oui, mais c'est faux. C'est faux. C'est un vœu pieux. La technostructure européenne à laquelle appartient Pascal Lamy s'accroche à cette idée que oui, on va raisonner les Brésiliens et les Argentins. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On est dans des rapports de force commerciaux. Les Sud-Américains viennent d'obtenir un succès majeur. Et c'est pour ça qu'ils sont si hilars sur les photos. Enfin, cela dit, l'industrie européenne, quand même, a à y gagner. Il faut quand même le dire. Les grands perdants, ce sont les agriculteurs européens. Mais en revanche... Et la planète, le sort de la planète. En tout cas, un certain nombre... L'industrie gagnera à la marge quand même, parce que vous avez les taxations qui vont nettement baisser. Et quand on parle d'industrie, on parle automobile européenne, on parle chimie, industrie lourde. Donc, voilà. Oui, le tableau n'est pas si noir. La seule chose, c'est qu'on est complètement en décalage avec deux parties finalement de l'accord qui ne sont pas gagnant-gagnant. Là où ça va être compliqué à vendre aux opinions publiques, et notamment en France, je crois que je peux prendre le pari qu'on entendra beaucoup les perdants, bien sûr, et que la sympathie ira assez facilement vers eux, que les gagnants vont se faire assez discrets, et d'autant plus discrets d'ailleurs que les bénéficiaires d'un accord n'ont pas pour habitude de crier victoire avant de voir les effets réels que ça produit chez eux. Or, à l'inverse, ceux qui se sentent menacés, ils ont raison de le faire d'ailleurs, se manifestent. Se manifestent immédiatement, et s'il s'agit des agriculteurs, ils auront droit à la sympathie de l'opinion publique. Bien sûr. Richard Verly. Oui, j'avoue que je ne comprends pas, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, pourquoi cet accord a été signé maintenant. C'est-à-dire que, vu le contexte, Jean-Claude Juncker est quand même un fin politique. Il voit bien la situation, il voit bien la montée des souverainistes et des nationalistes en Europe. Il le voulait sans doute parce que sa technostructure, enfin son appareil le voulait, mais il y a un moment où la politique doit parler. Emmanuel Macron, c'est la difficulté, encore une fois. Il n'arrête pas de dire « je veux refaire de la politique » au niveau européen, mais quand il s'agit d'intervenir sur un dossier précis comme celui-ci, il ne l'a pas fait. Donc, une fois de plus, il va falloir qu'à certains moments, s'il veut vraiment changer les pratiques en Europe, alors il essaye de le faire au niveau des partis politiques, mais il va falloir qu'il empoigne des dossiers précis, peut-être qu'il les bloque, qu'il fasse des rébellions, je ne sais pas, mais ça ne suffira pas de gérer simplement l'arithmétique du Parlement européen. C'est une erreur qui coûtera cher. À terme, c'est une erreur qui coûtera cher. Si j'étais caustique ou cruel, je dirais que Jean-Claude Juncker a voulu partir avec une décoration de plus. Il est collectionneur de grandes décorations, des ordres nationaux, et il n'a pas celui du Brésil.
Et donc, il aura peut-être dans quelques temps. Un cadeau de départ avant de partir. Merci en tout cas, merci infiniment d'avoir participé à ce débat de thèmes, mais très liés les uns aux autres. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain en direct à 18h30, toujours sur Public Sénat. Dans un instant, vous retrouvez votre rendez-vous hebdomadaire, audition publique. L'invité ce soir est Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Quant à l'invité de Territoire d'Info, demain, il s'agit de Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Très bonne soirée et restez au cœur du débat.